Galilée Galilei ajuste le tube en laiton de sa lunette astronomique. Elle est petite, avec un grossissement d'environ 20 fois, rudimentaire selon les normes modernes. En 1610, c'était l'instrument le plus puissant de son genre en Europe. Il stabilise sa main et le pointe vers le ciel. Jupiter, maintenant haut dans le ciel d'hiver, à travers la lentille, il voit quelque chose d'étrange. 4 petits points lumineux alignés près de la planète. Il les observe à nouveau la nuit suivante. Ils ont bougé, pas de façon aléatoire, mais autour de Jupiter. Il continue de regarder. Pendant plusieurs nuits, Galilée trace leurs mouvements. Parfois, les points disparaissent pour réapparaître ensuite, cachés. Il se rend compte que derrière la planète massive, leurs mouvements sont réguliers, prévisibles. Le schéma est indéniable. Ce sont des lunes en orbite autour de Jupiter. Et avec cela, une hypothèse clé de l'ancienne cosmologie, selon laquelle tous les corps célestes tournent autour de la Terre, a été remise en question. Ce n'était pas simplement une nouvelle découverte, cela marquait l'émergence d'une nouvelle forme de science, fondée sur l'observation directe, la mesure précise et des preuves pouvant être testées et vérifiées. Nicolas Copernic avait proposé un modèle centré sur le Soleil des décennies plus tôt, mais cela restait une hypothèse mathématique, largement non testée. Galilée, en revanche, apporta des preuves d'observation directe, transformant la théorie en une réalité mesurable. En montrant que des lunes de Jupiter pouvaient néanmoins tourner autour d'autre chose que la Terre, Galilée a remis en cause le modèle géocentrique dominant depuis plus de 1000 ans. C'était un tournant. Ce moment allait contribuer à poser les bases de la physique moderne et Galilée lui-même allait devenir connu sous le nom d'Einstein. Considérez-le comme le père de la science moderne, tant pour ce qu'il a observé que pour sa méthode, observation, expérimentation et raisonnement mathématique. Mais cette observation allait aussi placer sa vie sur une trajectoire de collision avec l'institution la plus puissante d'Europe. Car si des lunes pouvaient orbiter autour de Jupiter, une planète autre que la Terre, la croyance que tout dans l'univers tourne autour de la Terre devenait intenable. Et alors, tout l'ordre cosmique, l'autorité de l'Église et la place privilégiée de l'humanité dans la création furent soudain remis en question. Et des questions comme celle-là, Galilée allait bientôt l'apprendre, avèrent des conséquences. En mars 1610, seulement 2 mois après ses premières observations, Galilée publia le Siderius Nuncius, le messager des étoiles. Ce n'était pas seulement un rapport scientifique, c'était une annonce publique et un défi lancé à des siècles de cosmologie acceptée. Galilée décrivit une lune avec des montagnes, une voie lactée remplie d'étoiles et 4 lunes en orbite autour de Jupiter. C'était le premier livre d'astronomie basé sur l'observation télescopique, et son message était sans équivoque. L'univers n'était pas ce que nous pensions qu'il était. Nous avons une observation convaincante et facile à l'appui qu'il n'y a pas seulement un centre autour duquel les corps célestes gravitent comme on le croyait jusqu'à présent. La galaxie n'est rien d'autre qu'une masse d'innombrables étoiles rassemblées en amas. Il a ajouté des croquis lunaires, les positions des lunes de Jupiter et des descriptions détaillées de ses observations. Et tout aussi important, Galilée a nommé les 4 nouvelles lunes les étoiles médicéennes en l'honneur de Cosimo di Médicis, le puissant grand-duc de Toscane et chef de l'une des familles dirigeantes les plus influentes d'Italie. Ce n'était pas seulement un geste d'admiration, mais une démarche calculée pour obtenir le patronage. Au XVIIe siècle, les savants dépendaient de riches mécènes pour financer et défendre leurs travaux, surtout lorsqu'ils remettèrent en question l'autorité. Ce geste a vite porté ses fruits. Galilée fut nommé philosophe et mathématicien de la cour à Florence, ce qui le plaça sous la protection de l'une des familles les plus puissantes d'Europe. Galilée était passé d'un professeur relativement obscur à Padoue à l'un des scientifiques les plus célèbres d'Europe. Mais la célébrité attirait attention et examen. Plusieurs responsables de l'Église étaient mal à l'aise. Ce n'était pas seulement les données de Galilée, c'était ce qu'il suggérait, que Copernic avait raison, que la Terre bougeait et que l'ancien système ptolémaïque était faux. Les théologiens soutenaient que cela contredisait les Écritures. Le psaume 104 disait que la Terre était fixe et immobile.
Galilée contredisait non seulement les astronomes, mais aussi l'interprétation littérale des Écritures, comme l'a signalé le cardinal Bellarmé en 1615. Dire que le Soleil est fixe au centre des cieux et que la Terre tourne rapidement autour est dangereux et nuirait à la sainte foi si ce n'est pas bien compris. Galilée a essayé de marcher sur une ligne prudente. Il a soutenu que les Écritures et la science parlaient des langages différents. L'intention du Saint-Esprit est de nous enseigner comment on va au ciel et non comment le ciel fonctionne. Je ne me sens pas obligé de croire que le même Dieu qui nous a dotés de sens, de raison et d'intellect A voulu que nous renoncions à leur usage. Mais de plus en plus, cela ne suffisait pas. En 1616, l'Église catholique a condamné le modèle héliocentrique comme hérétique, estimant qu'il contredisait les Écritures. Galilée a été averti de ne pas défendre ni promouvoir l'idée que la Terre bouge et que le Soleil est immobile, du moins pas comme fait physique. Il a obéi, du moins en public. Pendant des années, Galilée s'est abstenu de publier ouvertement sur l'héliocentrisme, mais en privé, il est resté convaincu. Parce que pour Galilée, la question n'était plus une question de croyance, mais de preuve. C'est là que son véritable héritage commence à prendre forme. Il n'a pas seulement observé à la lunette, il a mesuré, testé, expérimenté, jeté des objets de tour et fait rouler des balles sur des plans inclinés. Galilée a étudié le mouvement avec une précision que personne avant lui n'avait tentée. Il a analysé les pendules, cartographié l'accélération des corps en chute et décrit les trajectoires des projectiles, posant ainsi les bases de ce qui deviendrait plus tard la mécanique classique. Des décennies avant Newton, il affirmait que la nature pouvait être comprise par l'observation et les mathématiques, et non par la répétition des textes anciens. Et ce faisant, il a changé bien plus que l'astronomie. Il a transformé notre manière même de rechercher la connaissance. En 1632, Galilée publia le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, son œuvre la plus ambitieuse et provocatrice, présentée sous la forme d'une conversation entre trois personnages fictifs. Elle explorait les différences entre le modèle traditionnel de Ptolémée et le système copernicien. Bien que présenté comme un échange neutre, le dialogue favorisait largement le modèle copernicien. Tant par la force de son raisonnement que par sa rhétorique, il ne laissait guère de doute sur la véritable position de Galilée. Les lecteurs l'ont remarqué, tout comme l'Église. L'un des personnages, Simplicio, qui défendait le modèle géocentrique, apparaissait comme têtu, confus et souvent tourné en ridicule. Beaucoup de lecteurs et de critiques au sein de l'Église y voyaient une caricature à peine voilée du pape Urbain VIII, qui avait autrefois été un allié de Galilée. Le pape avait permis à Galilée d'écrire sur ce sujet, à condition qu'il traite l'héliocentrisme comme une hypothèse et accorde autant d'importance à la vision traditionnelle, se sentant moqué et politiquement exposé, le pape Urbain l'a pris comme une trahison personnelle. Ce qui avait débuté par Galilée observant à travers une lunette était devenu une confrontation sur le pouvoir, la croyance et l'autorité qui menaçaient désormais de le consumer. En 1633, Galilée, âgé de 69 ans, frêle et presque aveugle, fut convoqué à Rome par l'Inquisition romaine. Après des décennies de positionnement, il se retrouvait au centre d'une confrontation publique et impitoyable avec l'institution la plus puissante d'Europe. Au cours de plusieurs audiences, Galilée fut interrogé sur ses écrits et ses convictions. On lui montra les instruments de torture, un signal clair de ce que la défiance pouvait coûter. Sous la pression, il abjura, devant un panel de cardinaux. Il nia que la Terre tournait autour du Soleil, renonçant publiquement à l'idée qu'il avait contribué à faire naître. Moi, Galilée Galilei, fils du défunt Vincencio Galilei Florentin, âgé de 70 ans, étant personnellement amené devant le jugement et agenouillé devant vous, éminents et révérends seigneurs, cardinaux, inquisiteurs généraux de la République chrétienne universelle contre la dépravation hérétique. Avec un cœur sincère et une foi sans feinte, j'abjure, je maudis et je déteste les erreurs et hérésies susmentionnées, et généralement toute autre erreur, hérésie et secte contraire à la Sainte Église. Condamné à la résidence surveillée à vie, son livre interdit, il a été réduit au silence par décret. Pour beaucoup de puissants, sa défaite était totale. Mais l'histoire n'honore pas toujours ses vainqueurs.
Bien que confiné et vieillissant, Galilée a continué à écrire sa dernière œuvre. Les discours et démonstrations mathématiques concernant deux nouvelles sciences, une œuvre majeure dans l'étude du mouvement et de la résistance des matériaux, ont été achevés en secret. Sorti clandestinement d'Italie et publié aux Pays-Bas en 1638, il a voyagé bien au-delà des murs qui le confinaient, atteignant des savants dans toute l'Europe. Sous le contrôle de l'Église, il ne retrouva plus jamais la liberté. Galilée est mort en 1642, toujours assigné à résidence, condamné par l'Église comme fortement soupçonné d'hérésie. Mais ses idées ne sont pas mortes avec lui. Elles se sont répandues discrètement, d'abord, transmises de savant en savant. En quelques décennies, le modèle copernicien a gagné du terrain, et à la fin du XVIIe siècle, ce n'était plus une idée radicale. C'était le consensus scientifique. La méthode que Galilée a défendue, l'observation, la mesure et l'expérimentation, allait transformer non seulement l'astronomie, mais aussi tous les domaines du savoir. En 1992, 359 ans après son procès, le Vatican a reconnu que l'Église avait eu tort de condamner Galilée. La principale contribution de Galilée n'était pas seulement la découverte des lunes de Jupiter ou que la Terre tourne autour du Soleil. C'était son insistance sur le fait que la vérité ne pouvait pas être déterminée par l'autorité, mais par l'observation, la mesure et l'analyse récente. Il a démontré que la nature pouvait parler d'elle-même si nous apprenions à écouter à travers les outils de la science. Regarder à travers un télescope, pour Galilée, ce n'était pas seulement observer le cosmos, c'était confronter les idées reçues avec des preuves empiriques. En cela, son héritage va bien au-delà de l'astronomie. Il a contribué à poser les bases de la méthode scientifique moderne. Et avec cela, une façon de penser où la connaissance s'acquiert par l'investigation et non transmise par l'autorité. Galilée n'a pas seulement déplacé notre position dans le cosmos, il a transformé le processus même par lequel nous en venons à le comprendre.